Bienvenue à tous, bienvenue à ce webinaire de la chaire clé, la chaire de l'économie environnementale. Elle est portée par la Fondation de l'Université Savoie-Mont-Blanc et par Grand Annecy. C'est un webinaire qui portera sur la thématique du métabolisme territorial. Cette thématique s'inscrit dans un des axes de recherche de la chaire. Elle en comporte trois, la transition énergétique, l'économie circulaire et puis les nouveaux modèles économiques dont Myriam Donsimoni est pilote et qui animera aujourd'hui notre webinaire. Myriam Donsimoni est maître de conférence en sciences économiques et nous serons ensemble pendant 1 heure. Moi, je suis Sandra Paamuro, je suis coordinatrice des chaires partenariales à la Fondation de l'Université. Le webinaire se terminera à midi pour les informations pratiques. On aura un temps d'échange d'ici 45 minutes. Étant donné qu'on est dans un nombre raisonnable de personnes, je vous inviterai à réactiver votre son et vos caméras au moment du temps d'échange. Mais d'ici là, si vous voulez bien les désactiver pour plus de fluidité sur la bande passante, ce serait parfait. Eh bien, Myriam, je vais te laisser nous parler du métabolisme territorial. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Merci Sandra. Je vais te demander du coup de passer à la première diapo puisque j'ai pas la main sur voilà, et voire même à la deuxième. Donc je vais vous parler de l'écologie territoriale et du métabolisme territorial parce que dans cet axe des nouvelles approches économiques, on a proposé une thèse qui va porter sur ce sujet du métabolisme territorial. Et donc, je vais essayer pendant cette heure de vous expliquer un peu en quoi ça consiste et à quoi ça sert et quelle est l'utilité de faire, un métabolisme pour comprendre comment fonctionne un peu son territoire. Donc, d'où vient l'écologie territoriale? Donc, l'approche, est pas, au départ économique. Elle commence avec, l'écologie urbaine. Donc ce sont des aménageurs du territoire qui ont commencé à adapter l'écologie à un autre domaine que la seule écologie liée à la biologie. Et donc, l'écologie urbaine pour, redorer un peu le blason des villes. Donc là, je vous ai mis l'auteur, hein, Abel Wallmann. Et le métabolisme des villes consistait à aborder la ville comme un lieu d'entrée et de sortie de différents flux, donc la nourriture, l'eau propre, les combustibles, et en ressortent des eaux usées, des polluants, des déchets. Donc on voit bien que là, la ville était déjà vue dans un aspect très négatif et il était question pour ces aménageurs du territoire de, revisiter la ville pour lui, donner une, voilà, une, image un peu plus, écologiste et écologique, ce qui est, voilà, ce qui est d'ailleurs toujours en train d'animer les aménageurs du territoire. Cette écologie urbaine est ensuite passée dans le secteur industriel, donc l'écologie industrielle, qui a un lien direct avec nos sociétés industrialisées et où on a commencé à réfléchir à un découplement entre la croissance et le développement, entre la production et la consommation et ou d'un modèle linéaire auquel nous ont habitués les économistes, il a fallu réfléchir à des modèles circulaires, hein, d'où toutes les réflexions qui s'en sont suivies concernant l'économie circulaire, qui consiste à faire des déchets des uns les ressources des autres. Et voilà, de cette écologie industrielle, on arrive à l'écologie territoriale, qui consiste à prendre le territoire comme objet d'étude et donc à, regarder quels sont les flux qui entrent et qui sortent. Donc non pas dans un secteur, non pas dans une ville, mais sur l'ensemble d'un territoire. Et donc, dans ce domaine, moi j'ai travaillé avec un des spécialistes français de la question qui s'appelle Nicolas Buclé
qui n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui, sinon je l'avais, invité à participer pour, qu'il témoigne lui aussi de ce que nous avons fait, ensemble sur, la Maurienne et dans les ports, du Maghreb, puisque c'est 2 des exemples que je vais vous montrer un peu plus tard. Donc, pourquoi il est intéressant pour un économiste de s'intéresser au territoire et d'avoir une approche plus territoriale? En fait, pendant longtemps, l'économie, elle s'est pas du tout intéressée à l'espace. L'espace, c'était une distance et la distance se traduisait par un coût. Et puis, petit à petit, on s'est rendu compte que l'espace et plus précisément l'environnement dans lequel s'inscrivaient des activités, n'était pas neutre sur ces activités, influençait l'activité et la manière dont cet environnement influence l'activité économique renvoie à, un repérage des ressources, des spécificités et le territoire prend une identité, est caractérisé par un certain nombre de spécificités qui en font un lieu unique et l'économie s'est intéressée, en tout cas, l'économie, territoriale s'est intéressée de plus en plus à l'influence du territoire sur, l'activité économique. Donc il est vrai que, une activité se fait au service d'un territoire et ce qu'il est intéressant de noter, c'est que le territoire peut aussi rendre service à différentes activités économiques. Donc cette approche territoriale, elle est importante parce qu'elle permet un ancrage, hein, des activités sur le territoire. Je veux bien que tu passes, Sandra, merci. Alors, dans quel, contexte il faut, poser la réflexion qu'on va mener, pendant cette petite heure? C'est que pendant longtemps et dans le système fordiste, donc qui est un système de production de masse, consommation de masse, travail à la chaîne, hein, de qui date de la révolution industrielle. Donc dans ce contexte fordiste, le travailleur, il était fixé à son espace de travail. C'était son espace de consommation et c'était aussi le lieu où il résidait. Donc on habitait où on travaillait et on consommait presque ce que l'on produisait. Cette superposition, hein, entre production, consommation, habitat, vous le comprenez, elle est beaucoup moins vraie aujourd'hui et il y a cette, différence, cette distinction, cette disjonction entre le lieu de vie, qui est le lieu où on travaille, et le lieu de résidence, qui est le lieu où l'on se repose. Et la la vision, la représentation que l'on a de ces 2 lieux est différente. Heu, c'est cette question de la dilution, hein, entre, la responsabilité que l'on va avoir entre le lieu de vie, celui où on travaille et donc pour lequel on ne prend pas la parole, on ne vote pas, par exemple, dans le lieu où on travaille, si ce n'est pas le lieu où on réside. Par contre, dans son lieu de résidence, on vote et cette, expression manifeste une responsabilité et on voit que cette responsabilité vis-à-vis, de l'espace et du lieu dans lequel on a une activité, elle est différente selon, que l'on y travaille ou que l'on y réside. Et là, ça fait référence à un courant de pensée en économie ou une approche peut-être plus qu'un courant de pensée, qu'on appelle l'économie résidentielle, où on se rend compte que un lieu, un territoire peut s'enrichir, non pas parce qu'il est un lieu de production, mais aussi parce qu'il est un lieu de résidence. Et donc c'est comme ça qu'on a alors je dirais bien les villes dortoirs, mais c'est plus précisément, en tout cas dans l'approche de Davesi, hein, sur les exemples qu'il donne. Il prend des villes comme Cannes ou Nice, qui sont plus connues pour accueillir des personnes, à la retraite et qui vont dépenser l'argent qu'ils ont gagné, ailleurs, hein.
durant toute leur vie. Et donc, cette distinction, elle est importante à faire et on peut aussi rebondir là-dessus dans le cadre du métabolisme territorial. Donc, l'écologie territoriale, elle va s'intéresser aux interactions sur un territoire. Donc, l'activité humaine conduit à des interactions entre les hommes, entre les entreprises, entre les différents acteurs locaux, donc les institutions. Et là où le terme écologie prend son sens, c'est que au départ, l'idée, c'est quand même d'observer quel est l'impact de toutes ces activités sur l'écosystème naturel. Et donc, de repérer en gros les flux qui entrent et qui sortent et les flux qui polluent et qui abîment le territoire et qui constituent des, voilà, ce qu'on appelle en économie des externalités négatives, en tout cas qui ont un impact négatif sur l'environnement. Euh, la- L'apport qu'on a pu avoir avec ma collègue, hein, Magali Talandier, c'est que à ces flux physiques, on a ajouté récemment dans un dernier article des flux de revenus. Ce qui veut dire que ce qu'il est intéressant aussi de repérer, et ça c'est pour faire écho à l'économie résidentielle, c'est que il est intéressant de voir quelles sont les quantités de revenus qui restent sur un territoire par rapport à la richesse qui a été créée, puisque on a certains exemples comme ça où des richesses sont créées sur un territoire, mais sortent de ce territoire, partent et du coup n'enrichissent pas les habitants ou les acteurs locaux. Alors Myriam, justement, il y a une question qui, je pense, qui est vraiment en lien, donc c'est peut-être dommage d'attendre la fin. Il y a un qui pose cette question qui dit: quel est le bon ratio entre l'économie résidentielle et productive? En Haute-Savoie, l'économie résidentielle est en croissance au détriment du productif. Ben, je pense pas qu'on puisse parler de ratio, puisqu'en fait, il va juste falloir comparer les deux. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas connaissance d'un bon ratio, en fait. Le, le productif, s'il se traduit par des exportations, alors quand je dis exportation ici, c'est exportation pas dans, juste à l'étranger, mais juste à l'extérieur du territoire. Et donc, il suffit qu'il y ait des flux de revenus qui entrent pour qu'il y ait un équilibre entre l'économie résidentielle et l'économie productive. Et le- l'é- l'économie résidentielle n'est intéressante que parce qu'elle se traduit par des dépenses sur le territoire. Donc d'un côté, on a des dépenses, donc des consommations, et dans l'économie productive, on va avoir une production qui génère des revenus. Donc d'un côté, on a des revenus qui ont été générés ailleurs et qui sont dépensés sur le territoire. De l'autre côté, on a des produits qui peuvent être consommés ailleurs, mais qui génèrent des revenus. Et à ma connaissance, mais je peux me tromper ou je peux ne pas savoir, je ne connais pas un bon ratio entre les deux. Voilà, je pense que la question, elle peut se poser en termes de dynamisme. Et je suis pas sûre que ce soit un dynamisme économique ici. Ça peut être un dynamisme social, culturel, qui peut aussi s'intégrer à la réflexion. Ok, merci. Donc, euh, le métabolisme territorial dans cette approche de l'écologie, il va consister à considérer que le territoire est en interaction avec son environnement, avec les autres populations en présence. Et là, je pense notamment pour notre région aux touristes, hein, qui sont quand même nombreux dans notre région et qui sont autant de richesses qu'ils peuvent être aussi des contraintes et des externalités négatives, hein, le monde, la pollution, le bruit, etc., la cherté des produits, des logements, etc.
Donc le territoire, c'est un système avec plein d'interactions et le métabolisme, il consiste à, matérialiser ces interactions sous forme de flux. Donc Heu, dans dans ce métabolisme, on peut distinguer plusieurs sous-systèmes. Ça veut dire que ça peut être très, rapidement très brouillon, un métabolisme et c'est pour ça qu'on en fait plusieurs, on distingue différents systèmes. Donc soit c'est un secteur, secteur industriel, secteur agricole, secteur touristique, soit on distingue, différents types de flux, donc flux matériel, flux physique, flux de revenus. Sinon, heu on a rapidement affaire à un fond de carte avec des traits qui partent dans tous les sens et qui peut devenir très rapidement, illisible. Donc, on peut, distinguer dans un territoire plusieurs sous-systèmes pour, réaliser différents métabolismes qui, voilà, additionnés, on va dire, ou en tout cas conjugués, permettent d'avoir une 1re, approche du territoire et de son fonctionnement. Donc là, désolée pour cette photo. Cette photo, elle est extrait d'un ouvrage, je vais vous le montrer. Qui, a eu lieu donc dans la vallée ah bah, je peux pas. Ça vous le voyez peut-être pas forcément. Bon, je suis désolée. En tout cas, c'est un ouvrage, sous la direction de Nicolas Buclé dans la vallée de la Maurienne et dans cet ouvrage, l'exemple, c'était le village d'Ossois, hein, au fond de la vallée de la Maurienne et donc là, ce tableau adapté de l'ouvrage d'Elinor Ostrom sur les communs, il montre les différents sous-systèmes et les différentes interactions qui existent dans un territoire ou dans une petite société, puisque c'est comme ça qu'on peut caractériser un territoire. Donc la dimension matérielle, c'est-à-dire toutes les ressources disponibles sur un territoire. La dimension organisationnelle, donc là, elle fait référence, cette dimension, à la manière dont les entreprises fonctionnent entre elles, mais aussi à la manière dont les institutions organisent le territoire et interviennent sur le territoire. Et la dimension identitaire qui est plus, en lien avec la culture, les pratiques, hein, uses, donc les différentes pratiques, les valeurs qui sont, prédominantes sur un territoire. Et tout ça, entre en interaction pour caractériser un territoire, pour en faire un territoire bien spécifique. Donc, c'est en compte ces différentes interactions que le métabolisme, prend son sens, hein, puisque bien évidemment, il faut savoir rendre compte de ces différentes dimensions dans ce que l'on veut caractériser. Donc, qu'est-ce qu'un métabolisme, territorial? C'est ce regroupement des flux. Les flux qui entrent, les flux qui sortent. Les flux peuvent être de différentes natures, heu, donc heu, l'approche a commencé par des flux matériels, hein, biomasse, les combustibles, les minerais, les métaux, les matériaux, c'est-à-dire ce que moi, en tant qu'économiste, j'appelle des ressources. Ces ressources, donc, elles sont utilisées dans le processus productif et à partir de là, elles ne sont plus que des stocks, elles entrent dans un processus, donc elles deviennent des flux et elles peuvent, ces ressources, être échangées, transformées et entrer dans, ce qui sera plus tard un bien de consommation. Hem, à ces flux matériels, hein, peuvent s'ajouter des flux de revenus, comme je vous le disais, et qui sont intéressants parce que,
il montre aussi à quel point l'activité est ancrée dans le territoire. Une activité productive qui maintient le revenu sur le territoire, on peut dire qu'elle est ancrée sur le territoire. Mais si par exemple vous avez, je voudrais pas trop donner de nom d'entreprise pour ne vexer personne, mais une grande entreprise touristique dont le siège social est à Paris ou ailleurs et qui rapatrie tous les bénéfices au siège social, là, on peut dire qu'on n'a pas une entreprise ancrée sur le territoire. Une entreprise ancrée sur le territoire, c'est une entreprise qui maintient toutes les richesses qu'elle crée, en tout cas le plus possible des richesses qu'elle crée sur le territoire pour générer du développement territorial. Voilà. Et donc le métabolisme, hein, consiste à essayer de représenter ces différents flux. Alors ce petit schéma-là, c'est un schéma que j'ai fait pour, essayer de ouais, synthétiser les différents flux et tout ce qui va faire la dynamique sur un territoire. Donc on va mobiliser des ressources. Alors, le terme mobiliser, il est assez important ici parce que, un territoire peut avoir des ressources, virtuelles ou latentes. À partir du moment où elles n'entrent pas dans un processus productif, elles se transforment pas en flux, donc elles interviendront pas dans le métabolisme, qui doit être représenté ici. C'est-à-dire que je vais essayer de vous donner un exemple, une très jolie cascade dans un torrent, savoyard ou haut-savoyard, à partir du moment où il n'est pas, transformé en lieu touristique, est une, ressource latente. Elle n'est pas mobilisée pour en faire un produit. À partir de là, donc les ressources mobilisées, elles sont matérielles, monétaires, immatérielles. Donc on fait par l'activité touristique, on valorise notre paysage, nature, culture, savoir-faire. Donc là, au milieu, vous avez les différents types d'activités, donc l'industrie, l'agriculture, les services et puis je sais bien que le tourisme peut être assimilé à des services, mais j'ai quand même ajouté le petit randonneur pour caractériser un peu à part l'activité touristique. Donc des produits matériels, des revenus et des produits immatériels et tout ça génère des externalités. Donc les externalités positives à gauche, le petit sourire, c'est, la valorisation, l'apprentissage, le mieux-être, plus de loisirs, plus de services à la personne. Les externalités négatives, la pollution, les déchets, l'endettement, l'encombrement, les embouteillages. Une autre externalité négative peut être le prix de l'immobilier, hein. Des prix qui ne sont pas des prix de marché en tant que tels, qui sont déviés de ce que, ils devraient être et tout ça donc crée des rétroactions qui, hem, f fournissent encore plus de ressources, hein, à mobiliser pour générer un cercle vertueux. Donc voilà, avec, des inputs internes et externes au territoire, c'est-à-dire que bien évidemment qu'un territoire, et en tout cas un territoire dynamique ne doit pas être un système fermé, ça doit être bien au contraire un système ouvert sur l'extérieur et c'est important que ces liens avec l'extérieur, hein, contribuent à la dynamique territoriale. Donc c'est les inputs internes et externes qui sont, caractérisés dans ce petit, schéma. Et donc, merci d'avancer sur la diapositive. Là, donc, le métabolisme va relier les acteurs par différents flux. Donc, ces flux, on peut les quantifier, c'est-à-dire que soit ce sont des tonnes de matériaux, on peut, les quantifier en euros, c'est-à-dire qu'on peut, heu transformer ces tonnes en
monnaie sonnante et trébuchante. Pour les écologistes, il s'agit de les quantifier en termes de CO2 ou de choses comme ça. Et on peut aussi les qualifier, c'est-à-dire ne pas leur mettre, un chiffre, mais les caractériser par une densité de liens entre les différents acteurs. Donc à à verbaliser, à expliquer, à analyser un peu différemment, mais tout aussi important quand il est question de flux qui relient des acteurs. Donc pour, construire un métabolisme, il faut commencer par repérer toutes les matières dont on a besoin. Donc mesurer, là je vous ai donné quelques exemples, les quantités d'eau, d'énergie, de matière utilisées pour produire les richesses. Donc, et de la même manière, il faut mesurer Hem, ce qui ressort du processus productif. Donc d'un côté, ce qui entre et de l'autre côté, ce qui ressort. Il faut mesurer ensuite les revenus générés par l'activité, donc distinguer ceux qui sortent et de ceux qui entrent. Donc ça, c'est, important aussi. Et après, essayer de quantifier les émissions non désirables, donc ce qu'on appelle des externalités. Alors je vous ai pas expliqué pourquoi on appelait ça des externalités. En fait, on appelle ça des externalités parce qu'il y a pas de marché. Et il y a pas de marché et c'est bien pour ça que les économistes ont créé le droit à polluer, pour essayer de faire payer, c'est-à-dire de créer un marché sur des choses qui au départ n'en ont pas. Parce qu'on ne les a pas prises en compte dans le l'activité classique. Elles sont pas, elles entrent pas dans le elles n'ont pas de prix, en fait et il faut leur en trouver un pour, qu'elles soient prises en compte dans notre mode de fonctionnement. Donc on le fait assez bien, hein, tous les travaux en économie de l'environnement, hein, ont travaillé sur les différentes manières d'évaluer ces externalités. Donc maintenant, on arrive très bien à les intégrer dans le raisonnement et à les prendre en compte dans le coût et donc dans le prix des produits. Alors, plus ou moins bien selon les externalités, mais on a, énormément progressé en tout cas sur ce sujet. Identifier les ressources non quantifiables, donc très importante, hein, parce que, généralement, elles sont, à l'origine de l'ancrage, ces ressources. Donc, les savoir-faire, les synergies entre les acteurs, les connaissances, hein, toutes les relations de proximité qui sont difficilement quantifiables, elles sont indispensables généralement pour faire une atmosphère dans un territoire et faire qu'on s'y sente bien et qu'on ait envie d'y rester. Identifier et qualifier les productions non matérielles, donc les nouveaux services, les nouvelles compétences, hein. Donc là, on est dans les effets directs et les effets indirects liés à une activité. Donc, elle crée un dynamisme, elle génère de nouvelles activités et bien évidemment, identifier les retombées de l'activité sur les autres sous-systèmes que celles qui sont analysées. Donc là, ben, voilà, l'activité touristique, par exemple, elle génère, un dynamisme dans bien d'autres secteurs que le seul secteur touristique. Le secteur des loisirs et de l'outdoor de la même manière et donc il est bien évidemment, si on observe un secteur comme celui du tourisme, pas question d'oublier toutes les retombées que peut avoir, l'activité de ce secteur sur, le dynamisme global du territoire. Comment est prise en compte la consommation de l'espace? Alors par le terme est-ce que, c'est René, hein, c'est ça? Est-ce que vous pouvez peut-être ouvrir votre micro et me dire ce que vous entendez par consommation de l'espace, s'il vous plaît? Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Alors, en fait, on constate
apparaisse une loi qui s'appelle la zéro artificialisation nette, qui Oui, devra normalement conduire à ne plus consommer oui. d'espace au sens Mmh, terrain dans l'avenir. mmh. Donc c'est aussi quelque chose qui est un flux aujourd'hui de consommation qu'on cherche à réduire, mais qui existe toujours et qui pénalise évidemment l'environnement. Donc comment est prise cette consommation en termes de, on peut la considérer comme une ressource en fait, hein, cet espace, j'imagine. Oui, oui, bien sûr, on peut la considérer comme une ressource. Après, cet espace-là, il est, typiquement géographique, hein. Il est pas parce Oui, qu'en fait, le territoire, hein, quand on lit tous les auteurs sur le territoire, je parle pas que de la zone géographique, c'est un construit social, c'est ce qu'on fait de oui, l'espace bien sûr. où on vit, où on habite. Hum, Ce dont vous parlez, c'est vraiment l'espace géographique et il se trouve que pour l'économiste, hem, la Terre, c'est une donnée et là, pour le coup, c'est une donnée sur laquelle on a peu de prise et là, pour le coup, c'est pas vraiment un flux, ça serait plutôt un stock parce qu'on peut pas vraiment le changer et ça finit par être, une contrainte avec laquelle on est obligé d'optimiser notre comportement. Vous savez, on optimise sous contrainte et cette donnée-là, elle fait partie des contraintes. Alors, moi, je trouve que c'est intéressant lorsque vous dites que ça peut être considéré comme un flux. Je pense que ça peut être considéré comme une ressource, mais comme un flux, j'arrive pas encore à visualiser ça comme un flux. Je pense que, le flux, je pense que c'est plutôt un pour opposer le flux à quelque chose, un stock avec lequel il faut enfin, ou à partir duquel il va falloir qu'on optimise les flux plutôt. même s'il y a de plus en plus d'activités qui visent à régénérer des espaces occupés. Vous voyez, on transforme des friches qui ont supporté des activités industrielles, on les transforme pour en faire d'autres, pour leur donner d'autres destinations. Donc Oui, c'est oui, en cela que ça pourrait s'apparenter à une forme de flux. oui, sauf que ce qui va être le flux ici, c'est l'activité qui va être générée à partir de ça et comme vous dites, ben, cette, nouvelle option que l'on a choisi de mettre en place sur cet espace-là, en fait. Et donc, le flux, il va plutôt être dans l'activité nouvelle Oui, ou la d'accord. réhabilitation de cet espace, Mhm. Ok. effectivement. Et donc je pense qu'il faut surtout parler ici de l'usage et et pas et enfin, l'économiste est très gauche, hein, avec l'espace et nous, il faut absolument qu'on y mette une activité et l'espace géographique, comme c'est une donnée, on peut pas vraiment modifier, Mhm. enfin, on peut pas créer de l'espace là où il y en a pas. Là, on lui donne juste une nouvelle, utilisation si j'ai bien Mhm. compris, à l'espace dont vous parlez. Ce qui veut dire que, on est dans la réhabilitation de l'activité économique sur le même Mhm. espace. On pourrait le Voyez? considérer aussi comme une ressource qu'il est important Ah mais ça, d'utiliser de c'est façon parcimonieuse. c'est ça et c'est d'autant plus une ressource que elle la localisation est super importante en économie parce qu'elle est normalement près de son marché, de ses clients ou de ses fournisseurs et j'y reviendrai d'ailleurs pour la vallée de la Maurienne. Mais par contre, j'ai du mal à le considérer comme un flux. De là à dire que c'est une ressource, je suis d'accord, sur laquelle on localise l'activité économique et qui est indispensable parce qu'elle est porteuse de richesse. Mais, mais cette consommation de l'espace, je pense il faut la traduire. Je pense que voilà, ça y est, je pense que je vais mieux répondre à votre question. C'est que la consommation de l'espace, pour moi, c'est plus la consommation des services que nous rend
l'espace sur lequel on est localisé. Voilà. Et si je le formalise comme ça veut dire que je sors de la Terre comme étant une donnée, c'est-à-dire un stock sur lequel j'ai pas prise, et que je ne m'intéresse qu'au service que cet espace peut me rendre. D'accord. Merci. Et je vous en prie. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, ça fait avancer la connaissance. Merci. Donc, oui, je vous disais que dans la modélisation des flux, il faut regarder différents sous-systèmes pour être le plus global possible, même si c'est difficile, vous allez le voir, hein. J'y suis pas arrivée dans les exemples que je vais vous donner. Et donc, c'est l'ensemble de toutes les interactions entre les sous-systèmes qui va faire qu'un territoire est spécifique et donc différent d'un autre. Et ce qui est intéressant dans les différentes interactions que l'on va observer, c'est ce que j'ai noté à droite comme étant l'intentionnalité des acteurs. Et quand je dis l'intentionnalité, ça fait référence à ces externalités. Excusez-moi, je vois que j'ai oublié un S à intentionnel, pardon. Ça fait référence aux externalités. C'est-à-dire que Hem, je veux offrir, des loisirs à à un plus grand nombre possible de touristes et pour autant, je vais détruire la faune et la flore. Donc j'ai pas créé l'activité pour détruire la faune et la flore et cette intentionnalité, elle est, elle est importante parce elle va ouvrir quand même la porte, hein, à des prises de conscience, que l'on voit de plus en plus répandues et Dieu merci actuellement concernant certaines activités qui, sont importantes à prendre en compte. Parce que, hem, vous voyez par exemple, là je vais prendre l'exemple de la vallée de Chamonix parce qu'on a travaillé un peu là-dessus avec quelques collègues, je salue d'ailleurs Marité au passage. La pollution que on connaît nous, particulièrement importante dans cette vallée, c'est quand même pas l'image que donne la vallée de Chamonix lorsqu'on n'est pas, dans ce territoire-là. Et bien évidemment que les gens, quand ils pensent à la vallée de Chamonix, ils voient le Mont Blanc, la neige pure, et on voit bien que, l'intentionnalité des acteurs du tourisme, c'est pas de polluer la vallée. L'ouverture du tunnel, c'était pas non plus de polluer la vallée, c'était d'ouvrir ce territoire vers un autre pays et c'est important de préciser ça pour, heu, orienter correctement l'activité ensuite. Voilà. Et donc le contexte institutionnel, bien évidemment, les mécanismes de régulation, bon ça sont des termes un peu techniques, mais en gros, si je récapitule, ce que je veux dire ici, c'est que bien évidemment que les lois, le mode de fonctionnement des acteurs, hem et tout le cadre, institutionnel, hein, donc les décisions prises par, les acteurs plus tels que les communes, les départements, la région, vont bien évidemment influencer la manière dont les flux vont se pratiquer ou en tout cas vont s'observer. Donc, à quoi ça sert? À quoi ça sert de faire un métabolisme territorial, alors déjà, bah, à prendre en compte les externalités puisque, une activité, des flux qui ne sont pas intentionnels comme une pollution ou le bruit ou des encombrements, il faut qu'on puisse, ben, mettre en évidence les liens de cause à effet pour agir, dans la mesure où c'est pas intentionnel que l'on obtient ces résultats-là, pour agir, de sorte à les diminuer le plus possible. Donc, hem,
il faut à partir de là, prendre les bonnes décisions. Prendre les bonnes décisions, ça nécessite un processus d'apprentissage qui, normalement, doit mener au développement. Alors, ce que je vais appeler le développement, je vais faire très simple, c'est le bien-être. C'est-à-dire que le développement, c'est la mesure du bien-être en économie. Et ce bien-être, alors on a différentes manières de le mesurer, hein. Ça peut être le taux de consommation, ça on sait très bien le faire, dans nos sociétés de consommation. Mais bien évidemment que le bien-être, c'est autre chose, hein. Ça peut être respirer un air frais, ne pas être coincé dans les bouchons, ne pas payer des loyers, très, très élevés ou à être obligé d'aller habiter ailleurs que là où l'on est né parce que c'est trop cher pour différentes raisons. Donc vous voyez que le développement, c'est pas que la croissance économique et c'est même surtout pas, que la croissance économique puisque là, l'idée, c'est de découpler, hein, la croissance et le développement. Je suis pas du tout contre la croissance économique, hein, ne n'interprétez pas mal mes propos, mais elle ne doit pas se faire au détriment du développement. Donc l'augmentation du bien-être, c'est ce qui est important ici et c'est ce qui est la finalité de la démarche du métabolisme territorial. Après, c'est peut-être, enfin moi je suis une économiste du développement au départ, donc c'est vrai que c'est toujours derrière ce que je fais et ce que je dis, c'est que c'est pas la consommation qui fait le bonheur, hein, c'est plein d'autres choses qu'il faut préserver au détriment éventuellement de la consommation si c'est nécessaire. Donc là, je pense, Sandra, je pense que là, j'arrive à mes exemples parce que ça va être, temps que, je vous montre en quoi ça consiste. Alors, donc ce que je vous disais, c'est que, une thèse va commencer en octobre, hein, pardon, qui va consister à dresser le métabolisme territorial d'un des secteurs ou de 2 ou secteurs de Grand Annecy, donc à discuter avec, les personnes du Grand Annecy qui financent cette thèse. Hem, pour ma part, je travaille sur le métabolisme depuis, ouais, presque 10 ans maintenant et je ne sais pas faire un métabolisme global. Là, ce que vous voyez, c'est la première fois que j'en faisais un. Celui-là, il a été fait avec un ingénieur des mines, puisque donc il est très écologie au sens scientifique, hein, science dure du terme. C'est un métabolisme qui a été fait dans le cadre d'un projet qui s'est tenu au Maroc, concernant l'entreprise OCP, comme vous le voyez dans le titre et qui veut dire Office chérifien des phosphates. Et donc, comme vous vous en doutez, le phosphate, c'est ce qui sert à faire de l'engrais et c'est très polluant. Et l'OCP nous avait demandé de réfléchir à la mise en place de sa responsabilité sociale et sociétale. Et donc, bien évidemment, il y avait tout ce qui concernait les personnels, hein, le bien-être des personnels, mais aussi la protection de l'environnement. Et ce que vous voyez là, c'est un exemple de métabolisme. C'est une grosse entreprise et son environnement, le territoire dans lequel il est, installé. Sandra, je crois que tu as grossi l'image et on ne voit plus le bas de l'écran. Du coup, voilà, ce que vous voyez alors je vous explique, rapidement parce que c'est pas tellement le détail ici qui est important, mais l'Office chérifien des phosphates, il y a plusieurs mines, hein, 4 ou 5 mines au Maroc. Il y a une mine d'extraction qui est à l'intérieur des terres, très poussiéreux, hein, où ils prélèvent la terre dans lequel il y a les arêtes de poisson. Je suis pas très douée en chimie du phosphate, hein, donc je vais vous résumer ça, arêtes de poisson, dents de requin, tout ça, c'est ça fait du phosphate qui est transporté alors,
laver, transporter dans des wagons à l'air libre, ça fait une poussière pas possible, jusqu'au bord de la mer, donc sur des distances assez longues. Donc déjà là, on a une pollution par les poussières et là, il y a le traitement pour que ça devienne de l'engrais. Donc là, il y a l'ammoniac, le soufre, hein, qui sont importés. Le soufre, c'est en vrac, c'est posé à l'air libre sur le port. L'ammoniac, non, quand même, on va pas exagérer. Mais ce sont des activités qui très rapidement peuvent devenir polluantes. Elles nécessitent beaucoup d'eau. Il y en a pas. On est dans des régions très sèches. On est à 2 doigts du désert, hein, quand même. Ce qui veut dire que l'OCP, dessale l'eau de mer, de plus en plus et génère, elle-même son électricité et donc pour faire marcher toutes ces activités-là, de plus en plus, elle met en place, un système qui, va impacter le moins possible l'environnement. Alors on c'est pas tout rose, hein, parce que là, on n'a pas encore résolu ici, vous voyez, l'eau pour véhiculer la pulpe, c'est des boues qui sont rejetées dans l'eau de mer et qui réchauffent l'eau de mer. D'après eux, c'est pas très polluant. On m'a dit que le seul impact négatif, c'était le réchauffement, mais bon, voilà, là, je suis en dehors de mes compétences en tant qu'économiste. Toujours est-il que là, vous avez un exemple de ce qui entre et de ce qui sort entre une entreprise et son environnement. Sandra, si tu veux bien passer, voilà. Là, on a changé de pays, on est en Algérie et là, on est sur un port algérien et là, c'est un métabolisme du port, c'est-à-dire entre les plus grosses entreprises installées sur le port. Donc STEP, c'est le traitement des eaux. Bon, il fonctionnait pas d'ailleurs, c'était très mal, utilisés. Il y avait des centrales électriques et on avait donc, différentes, Cévital, c'était de l'agroalimentaire. La, Sonatrach, c'était les hydrocarbures. On avait des services de nettoyage, voilà, de nettoyage et de réparation des bateaux. Donc tout ça sur le port. Et c'est vrai que les ports, c'est un thème privilégié pour, l'écologie industrielle, pardon, parce que c'est tout au même endroit et il y a plusieurs, là, pour le coup, l'économie circulaire est assez «facile» entre guillemets à mettre en place parce que les déchets des uns peuvent très bien servir aux ressources des autres et par exemple, c'est vital ici, pour nettoyer ces produits utilisés de l'eau qui après pouvaient être, réutilisés dans, la compagnie de réparation navale, pour, nettoyer les bateaux, par exemple. Et donc, là, c'était un métabolisme qu'on leur a proposé, mais qui n'existait pas et qui permettait de bien visualiser tout ce qui entre comme produit, tout ce qui sort comme produit, mais aussi comme déchets et comment les déchets peuvent être utilisés par d'autres, pour, les l'économie circulaire. Donc là, beaucoup de travail à faire, hein. Mais ça vous donne un autre exemple de ce qu'est un métabolisme ici, parce que là, on est entre plusieurs entreprises et entre elles, plus que, avec le territoire. Là, vous voyez, ce qui sort du système du port, c'est la mer et le sol pour, les enfouissements de produits hydrocarbures et puis les effluents aqueux qui sont jetés dans la mer. Voilà. Bon, c'est un système qui est, alors voilà, là, pardon, oui, là, on arrive en Maurienne. Alors là, en Maurienne, donc ça, juste, donc ça, c'est un travail qui a été mené dans le cadre d'un projet avec, hem, mon laboratoire et on a été nombreux à travailler sur ce projet et avec une autre collègue, Magali Talandier, dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, qui est spécialiste de l'économie de la base et des étudiants stagiaires, on est allé en Maurienne poser des questions
Alors, à une quinzaine de grosses entreprises de la vallée de la Maurienne. Donc là, vous avez le nom de quelques-unes. Et on a essayé de voir comment elles travaillaient entre elles. Alors là, on a élargi hein, par rapport au porc le, le métabolisme, puisqu'il concerne la vallée de la Maurienne et en tout cas le secteur industriel de la vallée de la Maurienne. Donc, dans ce premier schéma, alors, j'aurais dû vous mettre d'ailleurs le premier schéma qu'on a fait avec l'étudiant parce qu'il était complètement illisible. Et là, on a dû enfin, procéder en différentes étapes pour qu'il soit lisible et avoir affaire à quelqu'un spécialiste des cartes, ce qui n'est pas mon cas. Mais vraiment, sinon, ça donne quelque chose de très touffu. Mais c'est intéressant parce qu'on peut voir des points, voilà, des points un peu nodaux où on voit que beaucoup d'activités sont regroupées à tels endroits ou autour de telle entreprise. Donc là, en gros, ben, vous avez, comme vous pouvez le lire, les flux entrants dans la vallée qui sont en bleu et les flux sortants qui sont en orange. On se rend compte, c'est sûrement normal qu'il y a plus de flux sortants, hein, puisque comme on est quand même dans la grosse industrie de l'aluminium, on est d'accord qu'elle n'est pas toute consommée, cette production dans la vallée de la Maurienne. Donc, bien évidemment qu'il est normal qu'il y ait beaucoup plus de flux sortants que de flux entrants. Donc, jusque-là, on va dire, dans quelque chose qui est logique. Mais c'est bien de le voir et des fois, c'est bien de le dire et de le visualiser. Ensuite, on a essayé de zoomer un peu plus et donc de regarder quels étaient les liens entre les entreprises de la vallée. Et donc là, vous voyez qu'on a quand même voilà, des entreprises, un Rio Tinto, Trimet, Sitem, qui sont très importantes dans la vallée. Le centre hospitalier est très important aussi, puisque c'est celui qui employait le plus de salariés. Donc, très forte distribution de revenus dans la vallée. Heu et donc là, on arrive à heu, se rendre compte que, bah, voilà, des grosses entreprises comme Trimet, elles ont quand même gardé autour d'elles un réseau, très important, un tissu très important de sous-traitants au sein même de la vallée. Et vous voyez des entreprises comme, c'est pas Ferropem, c'est, je la vois pas ici, c'est quelle elle, non, je la vois pas sur ce schéma. En tout cas, pour avoir discuté avec, la majorité de ces entreprises, je crois que je les ai toutes rencontrées, hem, certaines entreprises pourraient partir de la vallée parce que c'est loin, c'est tout au fond, c'est compliqué. Si vous prenez, Doppelmayr, par exemple, son premier client, il est en Italie et dans la vallée de la Tarentaise et donc il est au fin fond de la vallée de la Maurienne. On peut se demander pourquoi et on se rend compte que, ben, la tradition, les réseaux, la proximité de l'Italie, bien évidemment, sont importants. Vous avez d'autres entreprises qui ne bougent pas parce qu'il y a le savoir-faire. Le savoir-faire, de la chaudronnerie, par exemple, le savoir-faire dans certains, secteurs, des pièces automobiles, fait que l'entreprise n'a aucun intérêt à partir de là. Alors que sa clientèle, elle est très loin, mais elle reste ancrée dans la vallée pour bénéficier de ce savoir-faire, de ce réseau et de ces synergies. Et ça, c'est important voilà, de le comprendre et de le visualiser. Et je pense qu'on a un dernier schéma, Sandra? Voilà, et là, vous avez l'ouverture de chacune des entreprises avec, voilà, les plus grosses de la vallée, hein. Ils sont liés à chaque fois avec, un marché donc national. Alors,
on a vu les liens dans le territoire dans la diapo précédente, et ici, on est dans les liens plus institutionnels, donc au niveau national, au niveau européen, et puis beaucoup plus loin aussi au niveau internationaux. Et on voit que le tissu des grandes entreprises de la vallée de la Maurienne sont définitivement tournés vers l'extérieur, donc elles génèrent des productions qui sont consommées majoritairement ailleurs, mais elles restent ancrées dans la vallée, alors qu'on est d'accord qu'elles sont installées ici au départ pour l'hydroélectricité, mais elles sont plus propriétaires des barrages. Et maintenant, EDF doit voilà, mettre en place des contrats très avantageux pour ces entreprises, sinon c'est pas possible pour elles. Elles consomment autant d'électricité. Vous prenez une entreprise comme Trimet, l'électricité, c'est la ville de Grenoble, hein. Donc, à partir du moment où EDF a le monopole, on pourrait imaginer elle a aucun intérêt à rester aussi loin de son marché, mais en fait, elle reste. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle en économie des coûts fixes ou les coûts irrécupérables, c'est qu'il y a quand même les grosses cuves, hein, pour faire l'aluminium qui coûte très cher et qui serait impossible à reconvertir ou en tout cas à transporter. Donc, il y a plein de raisons qui expliquent que ces entreprises restent ancrées, et c'est intéressant de voir que ces entreprises génèrent des revenus et maintiennent des populations dans le territoire de façon pérenne, pour toutes les entreprises qui sont là. Alors, juste parce que cette étude, elle date de 2020. Non, c'était avant le Covid, donc 2019, c'est toute cette étude-là. Et Ferropem, depuis, a eu un petit peu plus de soucis. Donc, c'était moins rose ces derniers temps pour Ferropem. Mais quand je suis allée faire cette enquête auprès des entreprises, j'avais vraiment en face de moi des directeurs avec le sourire, hein, la plupart d'entre eux. Donc, ça fonctionnait pas trop mal. Voilà. Donc, ça, c'est pour vous montrer en quoi consiste le métabolisme. Ce ne sont que des parties de métabolisme. L'idée après, c'est éventuellement de regrouper tous les secteurs. Donc là, on n'a que le secteur industriel. Il faut aussi dire que dans la vallée de la Maurienne, même si le secteur industriel est bien plus développé que dans la vallée de la Tarentaise, c'est quand même le tourisme qui domine en termes de revenus pour les populations. Mais Merci. là, je n'ai pas présenté je l'ai pas fait le métabolisme touristique, donc je peux pas vous le présenter. Voilà, bah écoutez, je crois que je vous ai tout dit, je vous ai tout montré de ce que j'ai pu faire en termes de métabolisme. Et donc, voilà, maintenant, l'idée, hein, dans le cadre de cette chaire de l'économie de l'environnement, c'est de faire la même chose pour le Grand Annecy. Est-ce que vous avez quelques questions? Il est midi, on peut en prendre une ou deux si vous voulez. Je vous invite à réactiver caméra, micro si vous voulez poser vos questions. Alors, je réagis, oui, je vois que René a marqué, il y a aussi l'énergie hydroélectrique, bien sûr. C'est même pour ça qu'elles sont là, sauf qu'elles pourraient être ailleurs, puisque les barrages d'EDF peuvent générer l'électricité ailleurs que dans la vallée maintenant. C'est vrai dans l'histoire. On a Oui. Lionel qui souhaite poser une question. Bonjour, merci pour votre présentation, c'était très clair. Je représente un territoire qui s'appelle le Genevois français. Si ce territoire était intéressé pour la mise en place d'un métabolisme territorial, comment ça se passe voilà, techniquement, la durée, dans le cahier des charges, enfin voilà. Est-ce que vous avez des Alors, éléments techniques à nous transmettre? Alors, celui-là, celui de la vallée de la Maurienne,
Il nous a pris, je vais dire 2 bonnes années, juste pour le secteur industriel et les 15 entreprises qu'on a visitées. Ça veut dire qu'on est allé régulièrement dans la vallée, poser des questions aux chefs d'entreprise, leur demander ce qu'ils importent, ce qu'ils exportent, combien ça coûte. Enfin, vous voyez, il y a tout un tas de données à récupérer. Donc, soit on les trouve, hein, parce qu'il y a des bases de données qui sont accessibles, soit on ne les trouve pas. Et là, il faut aller les chercher. Donc, il faut aller interroger les gens. Ensuite, il faut croiser les données, il faut croiser les informations et commencer à monter les cartes. Donc, il faut avoir un joli logiciel de cartographie. Et je pense que pour un secteur, compter 2 ans, c'est pas trop. Voilà. Après, on peut mettre plusieurs personnes sur plusieurs secteurs selon leur spécialité. Moi, par exemple, je ne sais pas calculer le CO2 qui va avec l'activité je sais pas, de production de l'aluminium, par exemple. Mais pour quelqu'un dont c'est le métier, ça peut se faire en parallèle, ce genre de choses, vous voyez. Si moi, je récupère l'information selon laquelle il y a tant de production, il y a tant d'électricité qui sont consommées, voilà, plusieurs mesures peuvent se faire en parallèle. Mais c'est un travail d'assez longue haleine, hein. Les indicateurs, c'est vous qui les préconisez ou c'est lié à une stratégie, à un besoin ou une problématique territoriale? Est-ce que vous Alors, êtes force de proposition ou voilà, où il y a des grands classiques type, vous avez parlé de l'empreinte ouais, carbone, ouais. peut-être l'empreinte matière, enfin des Alors, choses comme ça? ouais, alors, pour l'empreinte carbone, moi, je ne l'ai pas fait dans cette étude. Mais je connais, enfin, dans, dans le projet, c'était dans le cadre d'un gros projet IDEX, hein, qui s'appelait Trajectories. Et il y avait toutes les disciplines qui collaboraient à ce projet. Donc, moi, je vous ai présenté que ce que j'ai fait, mais il y a plein de choses plus sciences dures qui ont été approchées, notamment en termes d'eau et de génération de CO2. Donc là, de ce côté-là, il y a plusieurs personnes, enfin, à l'université, il y a plusieurs spécialistes de cette question. Les données, pour moi économiste, soit je vais les chercher quand je les ai pas, c'est-à-dire combien de tonnes d'aluminium vous consomme Trimètre, par exemple, pardon, de fer, consomme Ferropem, combien ils en produisent, de quoi ils ont besoin, le soufre, le silicium, etc., etc. Ça, je vais les voir parce que je ne sais pas où les trouver. D'accord? Après, pour les revenus, on peut acheter des bases de données parce qu'avant, l'INSEE nous les fournissait. Puis ils ont un peu compris que ça pouvait se vendre. Donc, de plus en plus, les données s'achètent et elles coûtent quand même assez cher. Tiens, j'ai entendu la réponse, c'était très clair.